Nous allons maintenant nous intéresser à ce qui est à la fois notre sujet d'étude et le levier le plus efficace pour obtenir une évolution ou un changement, la relation. Spontanément, quand nous observons deux personnes en train de dialoguer, nous nous intéressons aux personnes. À ce premier niveau, nous considérons ces deux personnes comme des entités séparées. Pour les décrire, nous utilisons des formules trop souvent normatives. Par exemple, nous dirons de l'un qu'il est autoritaire et de l'autre qu'il est respectueux. Pour les pratiquants de l'analyse relationnelle et de la sémantique générale, la question de savoir si cette description correspond à la réalité ne se pose pas. Elle n'a même aucun sens, car cette description n'est que le jugement subjectif d'une seule personne qui emploie des termes abstraits et imprécis. Que signifie autoritaire? Que veut dire ce mot? Quels comportements précis me permettent de qualifier ainsi une personne? Comme nous l'avons vu précédemment, le jugement que je porte est profondément influencé par mes convictions et ma conception du monde. Il n'est pas la réalité. À ce premier niveau de la relation, nous ne pouvons rien analyser, car il n'est pas possible de faire la différence entre mon jugement et la réalité. C'est pourtant à ce niveau imparfait et imprécis que la plupart des gens s'arrêtent. Pour pouvoir agir sur la relation, il faut l'analyser de façon plus précise. Le deuxième niveau de la relation voit apparaître, à côté des acteurs, un troisième élément, la relation en elle-même, qui possède des caractéristiques propres qu'il est possible d'observer, d'analyser, d'étudier. La relation est un peu comme une personne morale. De même que la personne morale entreprise est différente des individus qui la constituent, la relation n'est ni la somme ni le produit des caractéristiques des acteurs. Ici apparaît une difficulté. Autant nous disposons d'un vocabulaire très riche pour juger les gens, autant nous sommes assez démunis pour parler des relations. On peut dire que c'est une relation de maître à élève ou bien une relation de domination, mais ça ne va pas bien loin. L'analyse relationnelle nous donne les outils et les mots pour analyser, décrire et préciser la nature des relations dans leur infinie diversité. C'est important pour mieux vivre les relations, les maîtriser, être plus influent, plus efficace et diminuer les conflits. Il est en effet beaucoup plus facile de faire évoluer une relation que de faire changer un être humain. Au troisième niveau de la relation, nous voyons apparaître une différence de point de vue. Si A et B sont d'accord pour admettre que la relation existe en elle-même, la vision que chacun d'eux a de la relation diffère. Ainsi, un manager qualifiera la relation qu'il entretient avec son collaborateur d'égalitaire, d'amicale ou de confiante, alors que le collaborateur, lui, qualifiera la relation d'inégalitaire, parlera de méfiance, de suspicion ou de domination. Cela nous ramène à ce que nous avons déjà vu précédemment. Toute communication est un malentendu. Le recours à l'analyse relationnelle permet de qualifier précisément une relation et donc d'éviter les malentendus. Mais ce niveau de description de la relation n'est pas encore suffisant. En effet, il serait faux de dire qu'une relation a une seule et unique définition, une seule et unique description, toujours vraie et permanente, comme si le temps et les circonstances ne faisaient rien à l'affaire. Au quatrième niveau de la relation, nous introduisons les notions de lieu et de temps. La relation entre A et B étant fluctuante, elle doit être appréciée ici et maintenant
à un moment T. Donc, non seulement je dois parler de la relation telle que chacun des acteurs la voit, mais je dois préciser ici et maintenant. Je ne dois pas dire que le manager voit la relation comme paisible, mais qu'il la voit paisible dans cette conversation précise, avec cette personne et à ce moment-là, ni avec une autre personne, ni ailleurs. Revoyons nos deux personnages à un autre moment. Leur relation n'a-t-elle pas évolué? Et le collaborateur si peu ponctuel tout à l'heure n'a-t-il pas pris un peu l'ascendant sur son chef? Une relation ici et maintenant, qui possède autant de versions que de protagonistes, possède également, pour chacun des protagonistes, deux niveaux de profondeur. En effet, à chaque instant d'une interaction entre A et B, coexistent quatre niveaux de subjectivité. Premièrement, la façon dont A voit la relation. Deuxièmement, la façon dont A pense que B voit la relation. Troisièmement, la façon dont B voit la relation. Et enfin, quatrièmement, la façon dont B pense que A voit la relation. Imaginez que dans l'entreprise où vous travaillez, vous recevez ce courriel du directeur général. Je suis prêt à parier qu'à partir de ce moment, et jusqu'à l'heure de l'entretien, vous allez ruminer ce courriel, y penser, et sans doute passer une assez mauvaise nuit. Ce qui vous tracasse n'est rien d'autre que la question: que me veut-il? Peut-être que vous considérez votre relation avec votre chef comme cordiale et fondée sur la confiance, mais vous ne savez pas comment le directeur général voit sa relation avec vous. Vous échafaudez donc des hypothèses, plus ou moins inquiétantes, et généralement toutes fausses. Finalement, que vous y pensiez ou non, que vous vous angoissiez ou pas, ne changera rien à ce qui se passera au moment de l'entretien. Le seul effet de vos cogitations sera, en altérant votre sommeil, de vous faire arriver fatigué et donc moins performant à l'entretien. Pour conclure, nous devons prendre conscience que dans toute relation, et en particulier dans les relations difficiles, la communication est une communication à l'aveugle. En effet, si je sais comment je vois la relation avec l'autre, et comment je pense qu'il la voit, j'ignore presque toujours et presque complètement comment l'autre la voit vraiment. Dans ce tableau, A et B ne voient que leur colonne. La colonne voisine est pour eux un monde quasi inconnu. Cette ignorance est une source inépuisable de malentendus, de bévues, de maladresse. Car nous agissons toujours en fonction de l'idée que nous nous faisons de l'autre, en fonction de ce que nous croyons qu'il pense, sans jamais songer à le lui demander. D'où l'importance de faire parler l'autre, de retenir ce qu'il dit, de l'analyser, si possible avant de s'exprimer soi-même. Faire parler l'autre avant de lui parler. Que retenir? Premièrement, la relation ici et maintenant a une existence propre et possède des caractéristiques qu'il faut savoir analyser afin d'obtenir l'évolution ou le changement souhaité. Deuxièmement, il faut faire parler les gens avant de leur parler, ce qui suppose des savoir-faire assez peu courants. Savoir se taire, écouter, savoir mémoriser, analyser ce qui est dit et fait.
Pour certains, cela se traduira par un changement d'attitude, passant d'une position haute, où ils ont l'habitude de s'exprimer abondamment pour donner leurs directives, à une position basse, où ils commenceront par faire parler et écouter leurs collaborateurs pour être plus influents.